Pourquoi on doute? Parce qu'on réfléchit avec notre cerveau qui va nous lister tout ce qu'il connaît à la lueur de nos expériences passées. Cela va être complètement décontextualisé. Et c'est pour ça que nous ne savons pas quoi choisir par rapport à la situation présente. Il existe une autre façon de décider. D'où vient le doute? Le doute vient du fait que notre cerveau est comme une grande bibliothèque qui va stocker toutes les données de ce que l'on a fait, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a vu et enregistré. Ça peut être sensoriel comme ça peut être de nos histoires de vie, et tout cela va être stocké de manière très structurée pour ressortir quand nous aurons une interrogation. Seulement, tout ce stockage ne sera qu'à la lueur du passé. C'est pourquoi si nous avons recours à la méthode qui consiste à lister les avantages et les inconvénients de telle ou telle option, lorsque nous prenons une décision, nous allons nous retrouver dans la même situation, puisque en fait, ce qui va nous venir à l'esprit va sortir de notre expérience, donc pas forcément être adapté à la situation présente. Quelle autre possibilité s'offre à nous? Avant 1991, on aurait pu dire que c'est ce que les bouddhistes appellent la troisième voie, sans savoir exactement ce à quoi ça se référait. Nous ne savions pas en nous ce qui se passait, on pouvait l'apprendre et y avoir recours sans pour autant comprendre ce qui agissait. En 1991, les scientifiques découvrent un autre cerveau que le cerveau binaire. Un cerveau qui ne fonctionne pas par opposition ou par juxtaposition de contraires, un cerveau qui n'est pas orchestré en un cerveau droit et un cerveau gauche qui se rééquilibrent, un cerveau qui ne fonctionne pas en opposition ni en jugement de ce qui est bon ou mauvais. De quel autre cerveau s'agit-il? Il s'agit d'un cerveau qui se situe au niveau du cœur. Les scientifiques découvrent donc en 1991 que nous possédons environ 40 000 cellules sensorielles au niveau du cœur, des cellules qui activent un réseau neuronal très puissant. Non seulement ce cerveau constitue une seconde sauvegarde des données qui sont engrammées dans notre cerveau cérébral, mais en plus, ce cerveau permet d'activer des liens avec toutes les données qui nous entourent. C'est-à-dire que ce cerveau permet de contextualiser ce que nous allons analyser. Cela fait que les réponses données par ce cerveau vont être justes pour soi et pour l'autre et pour tout le monde, pour l'ensemble de ce qui est vivant. Comment solliciter ce petit cerveau? Pour solliciter ce petit cerveau, déjà il faut accéder à l'état de calme. On avait vu dans une précédente vidéo que tant que nous sommes sous le mode survie, ce qui s'active dans notre cerveau ne peut nous donner des réponses que réactives par rapport aux besoins qui est alors entendu par le cerveau, celui de rester en vie. Donc pour désactiver ce fonctionnement, il s'agit de développer un état de calme. Lorsqu'on a développé l'état de calme, on accède au cerveau relationnel qui nous génère de la confiance et un sentiment de sécurité. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, l'état de calme, c'est le premier état pour accéder à l'état de confiance. Mais on va aller beaucoup plus loin. Alors déjà, pour accéder à l'état de calme, une méthode très simple, c'est la respiration abdominale.
On inspire en gonflant le ventre par le nez et on expire toujours par le nez en rentrant le ventre. Et on fait ça un certain nombre de fois jusqu'à retrouver le calme en soi. Pour accéder au cerveau du cœur, il s'agit de monter en vibration et de développer un état modifié de conscience. Vous voyez, je fais un lapsus en disant l'état modifié de confiance puisque les deux sont liés. L'état modifié de conscience, on y accède par des techniques respiratoires profondes que l'on va utiliser en méditation, qu'on utilise en relaxation, qu'on utilise quand on pratique la cohérence cardiaque. Alors, pour simplifier, il s'agit de calmer le rythme interne pour le synchroniser au rythme du monde, justement, pour pouvoir accéder à ces données en même temps que d'activer les nôtres. Et pour cela, de faire un certain nombre de fois des inspirations profondes à partir du ventre et des expirations profondes toujours à partir du ventre, et ce en passant par le nez. Donc on fait ça un certain nombre de minutes, et quand on se retrouve dans cet état entre veille et sommeil que l'on connaît tous quand on s'endort le soir ou avant d'être bien réveillé le matin, on accède à un autre niveau de conscience. On le sait d'ailleurs puisque c'est à ce moment-là que nous allons rêver, imaginer les choses, avoir des impressions, avoir de nouvelles idées. Et il s'agit en quelque sorte de retrouver cet état puisque tous ces phénomènes nous viennent de cette intelligence du cœur. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, quand on arrive à cet état modifié de conscience, on pose la main sur le cœur et on formule sa question, on formule sa demande. Et alors, le cœur va non seulement traiter les informations de notre passé, qu'il a sauvegardé tout comme le cerveau, mais en plus activer tout son réseau pour se relier aux informations du monde. C'est-à-dire que si nous sommes par exemple à essayer de trouver une solution avec une personne et que la solution nous concerne tous les deux, ce cerveau va pouvoir accéder aux données de cette personne et les croiser avec les nôtres pour que la décision qui va en ressortir soit bénéfique pour nous et pour cette personne. C'est vraiment le cerveau de la conciliation, de la médiation, de la coopération. On sort du conflit, on sort de tout ce qui concerne l'opposition. Et tout le monde accède aux réponses du cœur ? Je dirais que oui, tout le monde y accède, mais tout le monde ne l'écoute pas. On l'entend, mais on ne l'écoute pas. Et ce qui me permet de le dire, c'est que bien souvent, après coup, nous disons « Ah, j'aurais dû faire ça, je savais que c'était ça que je devais décider. » Ou « Je le savais au fond de moi. » Et ce que l'on sait au fond de soi, c'est ce que le cœur nous a dicté. Mais on ne lui a pas fait confiance parce qu'on a préféré reprendre nos habitudes et fonctionner avec des réponses qu'on connaissait déjà, alors que le fait d'envisager une réponse un peu différente pouvait nous amener à un résultat plus satisfaisant. Peut-on apprendre à utiliser son intelligence de cœur ? Bien évidemment qu'on peut apprendre à utiliser son intelligence de cœur. L'humanité l'a toujours utilisée sans savoir de quoi il s'agissait en rentrant en état modifié de conscience. C'est pour ça que je reviens aux bouddhistes, ils ont parlé de la troisième voie bien avant les autres. Et on peut l'utiliser en s'exerçant à travers des techniques qui nous permettent d'accéder à cet état modifié de conscience. De personnes méditent, pratiquent la relaxation ou encore la cohérence cardiaque, le yoga, en fait toutes ces techniques qui permettent d'accéder à un état
qui dissipe la séparation entre son corps et ce qui est autour. Donc cet état modifié de conscience fait que nous ne percevons pas la limite de notre corps, mais comme une extension de tout ce qui est autour de nous. Pour vous y aider, je vais poster prochainement une méditation qui permettra de développer cette conscience de l'unité. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous partagez et vous faites en sorte que l'on développe cette conscience collectivement. Pourquoi partager? Pourquoi le développer ensemble? Parce que, n'oubliez pas, il y a le phénomène du centième singe auquel je fais souvent référence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre d'individus d'une espèce utilisent une pratique, a recours à une pratique, cette pratique se diffuse à l'ensemble de l'espèce lorsqu'on a passé un certain seuil. Donc plus nous serons nombreux à nous exercer à passer rapidement dans cet état modifié de conscience, plus nous allons pouvoir accéder rapidement à cette faculté de décider avec le cœur. Donc imaginez le monde où toutes les décisions seront satisfaisantes pour tout le monde, ça fera qu'on accédera à un état de paix. Et si vous partagez ce souhait, construisons-le ensemble. À très bientôt.